Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique slash le journal de Mickey, nous avons évidemment à mes côtés ici l'ami Romain Rimbaud pour cet énième épisode. Comment vas-tu? Bah, écoute, alors là, je te dirais que je vais très bien et encore plus bien que très bien puisque je suis maintenant en vacances depuis 1 heure donc je t'avoue que je suis heureux. Là, je suis bien et Eh, quoi de mieux pour commencer que de se il y en retrouver? a qui ont de la chance, hein, Oui, voilà. Mais bon, quand même, on est heureux, quoi qu'il arrive, vacances ou pas vacances, de totalement. continuer donc nos aventures mickesques qui sont toujours dans un ordre chronologique totalement anarchique, hein. Vous cherchez pas trop de cohérence et tout. On sortait d'un film de Noël, entre guillemets, de Great Yokai War. Là, on revient au cinéma embryonnaire, hein, là, parmi les premiers films du réalisateur, cinéma de l'enfance, de l'adolescence mickesque peut-être. Évidemment, c'est un des thèmes du film. Pour ceux, alors là, on va se faire plaisir, hein. Alors, Graine de Yakuza, joli titre C'est français. mignon. La petite graine ou la mauvaise graine, bonne question. Qui d'ailleurs est ressorti il y a quelques semaines en Blu-ray grâce à Carlotta. Donc vraiment là, voyez-le dans la meilleure qualité possible. Malheureusement pour Ouais. nous, ça n'était pas évident parce on avait les anciennes qualités. Et en version originale, Gokudo Sengokushi Fudo. Et oui, Fudo, c'est important, qui est le nom de famille, hein, on va dire, des, des personnages principaux, père et fils, Mmh. et frères défunts aussi. Donc sorti en 96, qui fêtera cette année ses 30 ans déjà, un peu plus de 30 ans de carrière maintenant pour Mickey, qui a commencé finalement à faire des longs métrages un peu sur le tard à la trentaine. Et au casting, alors là, il y en a que vous allez reconnaître. Alors peut-être que le jeune héros de l'époque avait la vingtaine, hein, qui joue un adolescent, Shosuke Tainara, pardon. Vous l'avez vu dans des films Godzilla. Depuis décidément, il y a beaucoup de jeunes acteurs mickesques qui finissent dans des films Godzilla. Allez savoir pourquoi. Le monstre au cinéma autrement, peut-être. Ouais. Euh, un de ses antagonistes, on ne le voit pas beaucoup, mais il est là, est joué par Riki Takeuchi, qu'on verra ensuite évidemment dans les 3 Dead or Alive et plus si affinité. Le père est joué par Toru Minegishi. Voilà, on va citer quand même quelques jeunes actrices qui peut-être, c'est comme souvent chez Mickey, n'ont plus fait grand-chose après parce que presque débuté sa carrière chez Mickey, ça marque. Vous voyez, on a Kenji, alors pas Kenji, non, Mari Gino qui est là par exemple, ou Mio Nomoto et Kenji Takano aussi. Enfin, il y a plein de gens, mais on va quand même citer 2 autres là, qui sont très importants. Takeshi César qui joue le Colosse et qui est un champion kickboxing et tout, qui a créé le shootboxing. Voilà, si vous pratiquez chez vous le shootboxing, ce Colosse qu'on voit dans le film, c'est le créateur. Et il y a aussi Mickey Curtis, cet américano-japonais qu'on a vu, je crois, dans ISO, et qui joue l'un des tueurs au début, là, celui qui ressemble au Oui, tueur de Souviens-toi l'été dernier. Parce que moi j'ai c'est pensé vrai. à ça, mais c'est sorti après. Donc, mais je vous montrerai une image tout à l'heure. Alors là, l'histoire de base est d'une, enfin, j'allais dire d'une limpidité presque sur le papier. Ça fonctionne sur une rivalité familiale où il y a une vengeance qui va être fomentée. On a un jeune garçon au début du film qui est très proche de son grand frère et il s'avère que celui-ci va être tué par son propre père, donc par le père des deux. Et il va être témoin, le petit garçon, traumatisé à vie, de cet acte horrible. Et ainsi, pendant plusieurs années, il va réfléchir, fomenter sa vengeance, arriver à l'adolescence, alors qu'il est au lycée. Chez Mickey, il y a pas mal de films hein, qui se déroulent dans le contexte lycéen. Il va réunir autour de lui un gang assez spécial pour peut-être, alors avant d'arriver au big boss final, c'est très jeu vidéo, ou plutôt manga, parce que c'est adapté d'un manga. Voilà, Fudo, et voilà. Il va monter les échelons, d'abord tuer les subalternes, faire tuer les subalternes, pour arriver à la vengeance suprême. Et alors, le souci ou pas hein, du film, c'est qu'il y a beaucoup d'autres personnages qui vont venir se greffer là, et plus ou moins liés à l'histoire originelle. Et on va rester un peu vague, sans la zone spoiler pour l'instant, sur ces apparitions qui vont changer la situation et la rendre, ma foi, assez complexe quand même. Psychologiquement, il y a des choses qui sont en jeu. Et évidemment, c'est du pur Mickey, à la fois dans la violence, mais décomplexé, et des trucs que vous ne verrez peut-être pas dans un autre film. Ça, on l'annonce d'avance. Âme sensible s'abstenir, mais aussi dans cet aspect Yakuza, une nouvelle fois. Enfin, tous ces premiers films, grosso modo, c'est dans le domaine des Yakuza, hein, à peu près. Ouais. Et les générations, évidemment. Fudo New Generation, c'est le titre international anglophone. Les rapports à la famille, très déstructurés. Et c'est Mickey, quoi. Et c'est un film que beaucoup de gens apprécient. Probablement aussi grâce à Jean-Pierre Dionnet qui l'avait fait découvrir en France au début des années 2000. Et donc là, Carlotta le remet en avant. Ça tombe bien. Et mon cher Romain, je crois que pour l'occasion, tu l'as revu.
Et ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu, je crois. Je crois que c'est un des premiers films de Mickey que j'ai dû voir en réalité, parce que j'ai vu Audition, j'ai vu She's the Killer dans la foulée. Et effectivement, comme je disais au début des années 2000, en fait, je pense que ça correspond quand même pas mal à ça avec la sortie d'Oldboy de Park Chan-wook qui va être couronné à Cannes. Il va y avoir quand même un déferlement en fait en DVD notamment donc dans le marché, si je puis dire, j'ai perdu mon mot, mais c'est pas grave, dans le marché DVD pour le coup, on va faire comme ça je me répète, mais c'est pas grave, de tout un tas de films pour le coup d'Extrême-Orient, que ce soit Corée du Sud évidemment et Japon. Et Jean-Pierre Jeunet, par le biais en fait de Studio Canal, va en sortir effectivement plusieurs. En tout cas, Studio Canal qui sort, mais il y a des sortes de featurettes de Jean-Pierre Jeunet. Et souvent, il y a ce petit coffret chez Studio Canal qui était intéressant. Il y avait pas mal de films par deux qui sortaient dans ces petits coffrets. Il y avait notamment Tetsuo 1, Tetsuo 2 qui étaient sortis, Gemini et Hiroku the Goblin de Tsukamoto. Il y avait aussi il avait fait tout un petit truc aussi sur Kitano. Il y avait un coffret avec Jugatsu. Il me semble en tous les cas, je crois, hein, mais il faudrait que je retrouve dans mes DVD à moi parce que je sais que je les ai encore, ces trucs que j'ai gardés précieusement. Jugatsu et Violent Cop, etc. Donc il y a pas mal de petites choses qui étaient sorties. Et il y avait un coffret Mickey dans lequel il y avait, et c'est ça qui est, moi, qui est un peu étonnant dans ma relation que j'ai avec le film, il y avait donc Bird People in China et Fudo. Et donc je découvre les deux à la même époque. Donc ça va être le troisième Mickey que je vois, Fudo. Et j'enchaîne avec Bird People in China, dont on a déjà parlé dans le journal de Mickey. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à l'époque, je veux découvrir Mickey parce que j'ai cet attrait de la violence. Je suis adolescent, j'ai 15-16 ans. Et quand je découvre Audition puis the Killer, évidemment, ce que je recherche chez Mickey, c'est cette violence complètement décomplexée, un peu folle, etc. Et très étrangement, en fait, quand je tombe sur ce coffret de Studio Canal, donc avec les featurettes de Jean-Pierre Dionnet, celui qui va me rester, c'est Bird People in China. Parce qu'en réalité, en fait, Bird People in China va complètement contrecarrer mes attentes. Je m'attends à de la violence décomplexée et Bird People in China me chamboule parce qu'il renverse toutes mes attentes. Et à côté de ça, en fait, bizarrement, Fudo disparaît complètement de ma tête. C'est vraiment très bizarre. Parce que lui est plus dans le sens de mes attentes. Pour le coup, on en parlera de la violence, de la bizarrerie sexuelle et autres qu'il y a dans le film. C'est ce que j'attendais, ce que je cherchais chez Mickey. Mais comme j'ai à côté ça, ce qui va beaucoup plus me marquer, c'est le fait que Mickey va me prendre à revers avec Bird People in China, je vais oublier Fudo et Fudo va complètement passer sous mes radars. Je le vois, il y a quelques trucs évidemment dont je me rappelle. On parlera de la Sarbacane, etc. Pour l'instant, je reste flou sur le concept de Sarbacane. On mettra une expression un peu plus précise pour la suite. Mais il y a des petites images comme ça, un peu étranges, un peu bizarres, qui vont me rester. Mais le film je vais l'oublier en fait, et ça va rester une sorte de Mickey mineur dans ma tête en fait, parce que je l'ai oublié. Je me dis bon, Fudo, je l'ai vu, mais il m'a pas marqué, à part pour ces quelques excroissances bizarres. Et donc là, ça fait 22 ou 23 ans que je ne l'ai pas vu, certainement, donc je le redécouvre grâce à toi, mon cher Julien. Et je suis toujours un petit peu dans cet entre-deux. C'est un peu étrange. C'est un film qui me laisse un petit peu de côté. Et bizarrement, encore une fois, il y a tout ce que je recherche chez un Mickey, c'est-à-dire cette folie, cette bizarrerie. Mais je trouve que c'est un film. Alors, on l'a déjà dit, un Mickey, c'est parfois très chaotique. Là, je le trouve particulièrement chaotique. Tu le dis, en fait, le récit est très simple. C'est un revenge movie, hein, pour le coup, parce que ce jeune garçon qui veut se venger de son père qui a tué pardon, devant ses yeux de manière particulièrement violente pour le coup son frère. Donc c'est un récit de vengeance. Il va effectivement dans un lycée. Tu parlais du lycée. Il y a ce truc-là en fait du lien entre les parents yakuza, enfin le père yakuza la plupart du temps, et dont on ne sait pas si le fils va essayer de s'extraire du milieu ou pas, ou s'il va l'embrasser. C'est un truc qu'on voit dans Crow Zero, hein, parce que c'est pareil, ce qu'on verra un peu plus tard dans Crow Zero aussi. Et il y a un truc en fait dans ce film-là où je ne sais pas vraiment où je suis. Et je suis un peu perdu en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler avec toi parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui me fascinent, et on parlera notamment en termes de gore, en termes d'idées graphiques qui sont très manga pour le coup, qui me plaisent, mais j'arrive pas à totalement rentrer dedans. Je reste toujours un peu extérieur, avec ce regard de me dire, ça me fait marrer, je trouve ça cool, il y a des idées chouettes, il y a des idées qui sont très limites, très ambiguës, très bizarres, et qui te mettent un peu mal à l'aise, et en même temps, je reste toujours avec ce regard extérieur de me dire, je vois ce qu'il veut faire, je vois ce qu'il fait, ça m'amuse, c'est ce que j'attends de lui, et en même temps, il y a un truc où je vais dire, je sais pas vraiment où me mettre, et je sais pas vraiment si j'apprécie le film ou pas. Et je suis dans ce truc. Et par contre, on y reviendra, mais il y a plein de thématiques vachement chouettes qui sont pour le coup des trucs très récurrents chez Mickey, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a un truc. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai vu dans une qualité, pareil, un peu compliquée, parce que c'est soit un portage de DVD de l'époque, soit un portage de VHS que j'ai vu qui est un peu particulier, parce que ce DVD-là, malheureusement, ce coffret, c'est le problème du support physique. J'ai dû le prêter à un moment donné, il a dû disparaître chez quelqu'un, malheureusement, ce qui arrive souvent avec le support physique. Et peut-être que la qualité joue. J'ai envie de me le procurer chez Carlotta, parce que j'ai envie de voir ça dans Ouais. une belle qualité, et peut-être que ça jouera.
mais je suis extérieur en fait. C'est très bizarre, tout en voyant ce qui me plaît dedans, mais je reste extérieur, j'arrive pas à m'intégrer totalement dans le truc. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Julien? Je suis très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je me sens un petit peu extérieur aussi. Et j'étais arrivé au bout, je me suis dit, j'ai tout ce que je voulais voir d'un Mickey sur le papier, enfin, dans le domaine un petit peu déjanté et tout. Mais l'effet d'en avoir vu beaucoup, notamment postérieurs, qui sont allés encore plus loin dans les thématiques, dans une certaine profondeur, dans une certaine subtilité. Alors là, c'est la déferlante, hein, mais quelque part, bon, c'est le cinéma adolescent de Takashi Miike, pur et dur. Mais c'est vrai que là, il arrive avec ses grosses pattes, lourdes comme des bouteilles de butane, comme le disait Francis Cabrel, puisque tu as dit une sarbacane tout à l'heure. J'ai Oui, pensé à ça. C'est l'idée. parfait. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu l'impression que le film, mais alors, ça part dans tous les sens et ça partout. Et c'est vrai que des fois, tu as des sortes de jump cuts de situation à situation, notamment avec ce colosse là ou d'autres personnages. Et il y a quelque chose où on voit que dans la narration, c'est peut-être volontaire hein, d'ailleurs. C'est très déstructuré parce qu'on est dans un monde complètement déstructuré, même dans l'idée de la structure hiérarchisante. Hein. Tout part en éclat de toute façon, avec cette jeunesse qui va un peu prendre le dessus. C'est le message du film. Et je pense qu'il a voulu. Il y a une volonté derrière parce qu'on a fait les affranchis de Shinjuku je crois que c'était en novembre dernier, qui Oui, paraissait plus cadré déjà. Alors, c'est pas une raison, du coup, qu'un an après, Mickey soit en mode débutant, etc. Non, je pense qu'il a vraiment voulu faire ça. Et ça désarçonne beaucoup. Ce qui fait que le film est rentré dans une idée de culte peut-être, c'est que beaucoup ont dû le découvrir adolescent. Et ce genre de film, alors toi, c'est marrant parce que tu as eu Bird People in China à côté, donc voilà. Mais ce genre de film, si tu le découvres en même temps que les Old Boys et tout, il y a des gens qui ont peut-être le côté adolescent, ça fonctionne. Mais nous, voici arrivés à l'âge adulte, on tombe dessus, on y voit des belles qualités, notamment thématiques et aussi stylistiques par moment, parce qu'il y a des réflexions sur les cadres, sur l'éclairage ou non, des plans de lune, enfin, il y a des trucs poétiques et tout. tout Mais à fait. on a un peu l'impression que parfois, ça ne prend pas suffisamment son temps. Voilà. Et quelque chose. Et que parfois, ça a l'air d'être subversif pour être subversif. On dirait presque une approche à la Tarantino. Alors, attention, on aime Tarantino, mais c'est vrai qu'avec le temps, avec le recul, on peut aussi voir quelques légers défauts inhérents à son propre cinéma par moment, Tarantino. Surtout que maintenant, vu ce qu'il déclare, Tarantino, là, on commence à comprendre et à voir des trucs qu'on voyait peut-être pas avant et peut-être des problématiques. Récemment, il y a une déclaration sur Polanski. Vous revoyez Oui, c'est vrai. Once Upon a Time in Hollywood. Il y a des. Voilà. Bon, après, on va pas rentrer dans des intentions là, mais on comprend parfois, on voit des films sur des premiers degrés et tout, et parfois en creusant, on peut y voir des limites. Là, je ne sais pas exactement, mais on développera certaines choses. Mais c'est vrai qu'arrivé au bout, je me suis dit, ah ouais, mais est-ce que c'est pas une forme de magnifique brouillon de ce qu'il arrivera à faire après? Cependant, je pense que aussi, parce que voilà, moi, j'essaye d'imaginer ça, mais je pense que c'est volontaire de sa part. Il y a quelque chose pour renverser la structure et donc créer le choc parce que c'est un film de choc. Voilà, ce sont des jeunes qui ont complètement vrillé parce qu'ils touchent à un domaine, ils sont embrigadés ou par la vengeance ou par celui qui va les engager. Là, on va parler des plus jeunes ou des adolescentes, par exemple. Et on a l'impression, en fait, que c'est le chaos et que c'est un film de chaos. Et si on le prend comme ça, le film, en soi, s'il est assumé en tant que tel, tient très bien la route. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, nous, on a tellement bourlingué sur des Mickey que là, on en arrive à. Ah oui, il y a parmi les scènes les plus visuellement choquantes du cinéma de Mickey. Mais comment s'intègre-t-elle Ouais. Est-ce que certaines choses ne sont pas des mimiques plus qu'autre chose, comme le colosse, comme la sarbacane? Tu vois ce que je veux dire, quoi? Est-ce Ouais, que bah, ça sert vraiment le propos en dehors du choc? C'est ça la je question. je suis assez d'accord parce qu'en fait, moi, je trouve, en fait, qu'il y a un truc, on a vu que 2 épisodes de la trilogie pour l'instant, on n'a pas vu le troisième encore, Mm. qui sont juste avant. On a celui-ci et puis après on a vu It is the Killer et cetera. Ce qui est intéressant, moi j'ai l'impression que c'est un film vraiment tu dis adolescent, qui est un film de transition en fait. C'est-à-dire qu'on a des films de yakuza finalement plus classiques dans un premier temps, où il y a des émanations de petits moments de folie comme ça un peu bizarres. Et il y a les films par la suite, bon, je prends Ichi the Killer pour revenir à un Yakuza Eiga, parce que c'est un Yakuza Eiga, mais qui pour le coup embrasse complètement la folie et va vraiment dans tous les sens, mais de manière, encore une fois, ça sert le propos dans Ichi the Killer. Je trouve que Ichi the Killer est un film remarquable pour ça, en fait. C'est-à-dire que le gore, le trash sert toujours le propos. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un film entre les deux, où il reprend cette structure assez classique d'un revenge movie dans le milieu Yakuza, et en essayant justement de pousser les potards à fond,
en disant je vais expérimenter, je vais faire des trucs de manière un peu anarchique, un peu chaotique. Et je trouve que, mais là, je trouve qu'effectivement, il y a ce côté où presque, comme tu dis, le choc est une fin en soi, en fait. Il n'est pas encore arrivé dans l'idée de faire que le choc soit un moyen pour servir une fin, pour servir un propos. Là, il est plutôt dans l'idée que ça, globalement, je ne dis pas que c'est le cas partout, hein, mais qu'il y a beaucoup de moments où le choc est plutôt une fin en soi. Il s'amuse, il lâche les chevaux, mais il n'a pas encore structuré le truc. Comme s'il y a, il y a ce côté un peu chien fou ici à ce moment-là, si je puis dire ça comme ça, où il est complètement. C'est comme si on l'avait lâché dans un endroit où jusqu'à maintenant il était quand même assez cadré, il essaie de se structurer pour pouvoir bien, si je puis dire, échafauder son film, ce qu'il a fait dans les 2 films précédents qu'on a vus en tous les cas jusqu'à maintenant, où il y a un truc quand même très cadré, où il se cadre lui-même, où il suit des règles. C'est quand même un mec qui vient du classique, hein, il a été assistant réel d'un réal classique, donc j'ai un trou, Mardi Mamura, pardon, il y a un truc très classique dans un premier temps. Là, il lâche un peu le truc. Et, ok, c'est comme un petit chien fou qu'on va lâcher en pleine nature et qui voit, je peux faire plein de trucs, c'est trop cool. Et après, je pense qu'après, le temps avançant et dans les films qui vont suivre, il dit ouais, je peux faire plein de trucs, c'est génial, mais il va falloir que je cadre cette folie. Il faut que je la cadre pour servir un propos et que ce soit pas encore une fois qu'une fin en soi. Donc, en l'état, comme objet purement provoque, Fudo, il est cool. Moi, je trouve ça cool, mais je reste extérieur parce qu'il n'arrive pas à m'embarquer émotionnellement vraiment. C'est-à-dire que évidemment, je suis touché par ce gosse qui assiste au meurtre particulièrement brutal, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le père va décapiter son frère devant lui pendant qu'il est en train de dormir. Enfin, le frère dort à ce moment-là, et le jeune enfant est en train de regarder. Donc, c'est une des premières séquences du film. Il regarde à travers le. C'est un truc qu'on regarde, on voit souvent hein, chez Mickey, ce regard. Je sais même des trucs. C'est un plan qui m'a beaucoup fait penser à ce qu'on trouve dans One Miss Call, quand la petite fille est en train de regarder sa mère qui est en train de maltraiter sa sœur. Donc ce truc-là, c'est vachement intéressant. La séquence, je la trouve très forte, mais c'est suivi de tout un truc qui fait que ça me sort émotionnellement. Alors que pour le coup, je suis avec lui, je comprends ce personnage-là. Tu as un côté presque J-horror là aussi dans cette. Oui, Voilà. tout à Et fait. je sais pas s'il n'y avait pas ça dans Audition aussi, je sais plus, parce qu'à un moment, il y a quand même ce regard traumatique, hein, si on veut. Et c'est vrai que tout le début du film, en soi, d'ailleurs, cristallise à la fois les promesses Oui. et les problèmes du film, parce que toute cette séquence-là, très bien, on y reviendra après, mais ça commence quand même, voilà, presque. Alors, on a ce grand frère, donc qui va être assassiné, qui joue avec son petit frère. On voit quand même le grand frère en mode, vas-y, il faut que tu sois un homme. Bon, on a compris, c'est l'élève en futur Yakuza et tout. Mais ça va trop vite, ça aussi. On voit la connexion, mais très vite. Coup de fil au bureau, machin, et il y a une tuerie. Mais alors, voilà, limite alors que tu t'installes dans une famille, tu commences à voir l'émotion, le lien, et qu'il va y avoir un problème derrière, direct, il nous balance une grosse tuerie dans les toilettes. Puis il faut l'avoir, la tuerie dans les toilettes aussi, hein. Ça y va, mais vraiment franco, quoi. Il va même finir, le gars, tué avec une grenade. Il va se faire exploser la grenade dans la merde, hein, autant dire. Et puis, il y a ce tueur, là. Moi, j'étais mort de rire. Donc, c'est lui, l'américano-japonais, avec son impair et tout. Je dis, tiens, souviens-toi l'été dernier, avant l'heure. J'ai rigolé parce que c'est sorti après, hein, évidemment. Oui, mais il est hyper déjanté. Et puis, du coup, arrive, limite, j'ai envie de dire, ça arrive trop tôt, ça. Ouais. Presque. Il y a un côté, en fait, où il y a beaucoup de choses, effectivement. En plus, c'est un personnage qui, effectivement, tu le dis, il est marquant parce qu'il est amusant, parce qu'il a. C'est vraiment typiquement, comme beaucoup de personnages du film, c'est vraiment des sortes d'archétypes qui sont très exacerbés, en fait, dans leurs traits, qui sont taillés vraiment comme des persos de manga avec des éléments très forts qui les caractérisent, en fait, comme on verra sur la Sarbacane. Mais il y a ça, c'est vraiment le personnage qui est caractérisé par sa manière, notamment, d'assassiner, ou en tout cas, sa capacité, qui le rend quasiment. Presque un petit peu surnaturel dans la manière en fait de poser le truc. C'est une caricature quasi très caricaturale pour le coup, et c'est amusant en fait. Ça devient c'est très amusant, sauf que ce personnage-là finalement va disparaître très vite de la narration. Il y a un truc très bizarre dans ce travail c'est un film choral qu'en est pas vraiment un. C'est hyper bizarre en fait la manière dont, et tu le dis très bien, ça arrive très vite et ça disparaît très vite. La C'est séquence dommage, d'action hein. elle est cool. La séquence d'action Ce elle est vraiment personnage, cool. Oui, on tout aurait à aimé, fait. limite, on aurait aimé le revoir plus tard. Tout ça. Pas du tout, que dalle. Alors, parce que ça se passe apparemment dans une autre ville. Enfin bon, pourtant, Oui, c'est quand même une sorte de huis clos. Alors, on n'est pas à Tokyo, là, c'est intéressant. On est sur l'île la plus au sud du Japon, c'est Kyushu. D'ailleurs, cette idée qu'ils sont un peu isolés à un moment, et cette idée d'essayer d'aller ailleurs, il y a l'idée d'un ailleurs, on parle de la Corée du Sud aussi, il y a toujours cette idée de transfuge, à un moment, ça vient déjà là un peu chez Mickey, mais là aussi, c'est hyper en surface. Bon, on y reviendra après. Enfin, il y a des petits trucs, des discussions dans la salle informatique aussi sur la guerre. Là, tu comprends. Enfin, voilà, il y a des choses, mais très vite, il remet en huis clos Mickey sur son idée de chaos dans cet endroit-là où tout pète. Et je pense que c'était peut-être sa volonté aussi.
Alors, c'est quand même ce film qui lui a permis vraiment d'être connu un peu aussi, Fudo. Hein. Parce que, évidemment, par le choc comme ça, en plus, voilà, post les premiers films de Tarantino très connus qui ont marqué aussi les gens, c'est un film qui fonctionne très bien dans cette idée-là. Mais c'est vrai que là, on a les promesses qui volent un peu en éclat. Heureusement, après, évidemment, on en revient à ça. C'est la scène où on a enfin vraiment de l'émotion qui arrive. Et je ne sais pas ce que tu as pensé de la scène, magnifique scène doublement elliptique. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a eu ce trauma, et on a du coup l'enfant qui disparaît. Voilà. Oui. Le trauma, là, c'est fini. L'enfance, elle est terminée pour lui. Même si on reverra cet enfant dans d'autres scènes flashback après, on en parlera, parce que c'est quand même bien brutal aussi. Et donc, la scène d'après apparaît, alors voilà, hein, les acteurs ont bougé, mais la caméra non, l'adolescent. Et ça, c'est bien. Ça, là je te dis, ah voilà, ça y est, là, on a du vrai Mickey qui pense en cinéma, qui va au-delà, on va dire, des clichés qu'on pourrait imaginer de lui. Donc, et qui prend son temps. Tu disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a des moments comme ça où il s'arrête et il prend son temps en fait pour te montrer quelque chose. Il y a ces moments-là, effectivement, il y a ces transitions, ces ellipses qui sont finalement, on est censé sauter le temps, accélérer entre guillemets le temps, et pourtant c'est à ces moments-là qu'il pose le temps. Et c'est intéressant, il y a plein de moments où il le fait. Je trouve que sur la mort notamment, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans tout ce qui va suivre cette séquence-là, on va voir plusieurs des 4 personnages qui sont à la tête du clan Yakuza, qui vont mourir les uns après les autres, assassinés. Et à chaque fois, il prend le temps, à chaque fois qu'un personnage est mort, de s'arrêter sur le cadavre du personnage. Et on apprend qui c'est à ce moment-là, de manière, pour le coup, tarantinesque. Il y a quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez Tarantino. Mais moi, je pensais beaucoup à Fukasaku, parce que je sais que chez Fukasaku, alors je ne sais plus dans lequel, je crois que c'est dans Combat sans code d'honneur, si je ne me trompe pas, où il y a une série d'assassinats comme ça, où ces personnages-là qu'on ne connaît pas, on va s'arrêter sur eux, sur leur corps sans vie. Et il va y avoir, pour le coup, un texte qui va nous dire de qui il s'agit. Et ça, j'aime bien. Tu sais que tu l'as dans Battle Royale, hein, avec et dans Battle Royale, numéro 12, c'est intéressant. Bah, et puis Fukasaku, tout à fait, pour le coup, il le refait très bien, effectivement, en 99, si je ne me trompe pas. Et il le faisait déjà dans les années 70, et ça, j'aime bien. Ah bah oui. Et donc après, voilà, c'est la construction. Bon, le trauma, on a compris. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs sur le fait qu'il pose le temps. Là, on imaginerait que ça devrait zapper vite. Peut-être que c'est aussi cette idée de jouer de contrecarrer les codes et la structure cinéma habituelle et de créer une forme de chaos. Donc peut-être que c'est voulu. Et après, on voit donc ce Ricky, il s'appelle Ricky Fudo, ce jeune, qui a l'air d'être un lycéen modèle dans un lycée particulier. T'as quand même un prof d'anglais qui va frapper un gamin. Alors, on avait vu dans The Great Yokai War, il y avait une prof qui frappait vite fait un élève, là, hein, il me semble. Et là, alors là, il finit en sang, le gamin. Mais comme dans notre prof tueur en série qu'on a vu beaucoup plus tard aussi. Dans... Lesson of the Evil, oui, décidément. Good morning, kids. Il aime bien les profs d'anglais, je crois. Oui. Et puis il y a un truc, c'est marrant parce que tu parles de Battle Royale aussi, là, pour le coup, où il y a cette séquence, les profs qui sont agressés, là, en inverse. Il y a un truc dans le rapport, effectivement, de l'élève au prof qui est intéressant aussi, hein, sur le. Mais bon, c'est le rapport à la jeunesse, qu'on est en train d'éduquer. C'est très, voilà, tout à fait. Et c'est très japonais, les années 90, début 2000, où on essayait justement. Il y avait Suicide Club aussi de Sonotion. Oui, ceci, oui. Voilà. On voit que la jeunesse va pas très bien, où elle prend cher, où elle va se venger. Et dans le film, ça va être un peu ça. Mais on a surtout que la construction, on apprend que donc Ricky, il a sa petite triade d'enfants et d'adolescents. Oui, d'enfants aussi. Les fameux enfants tueurs. Alors là, c'est du hors-champ. Là, j'ai mis une scène où on ne voit pas ce qui se passe. Parce que je pense pas que YouTube apprécierait. Et que c'est quand même très dur à voir. On n'est pas dans la zone spoiler parce que c'est très vite dans le film, là. Mais les enfants, là, le petit à gauche qu'on voit et celui au fond, bon, il y en a un qui va sortir l'arme et qui va tirer. Faire tuer un enfant, enfin, faire un enfant tuer un adulte comme ça, avec l'arme à la main, je pense qu'il y a beaucoup de trucs de censure, ça passe plus aujourd'hui. Mais d'ailleurs, comment a-t-il contourné cette censure à l'époque ? Parce que le Japon, c'est quand même pas non plus le pays le plus progressiste. Hein. Et je trouve que c'est là, en fait, quand on disait que le choc par le gore qui fait souvent, je pensais à une des séquences qui doit précéder celle-ci, où ils assassinent un dignitaire Yakuza dans une bagnole, ils lui font boire quelque chose, et il explose dans la bagnole, et quasiment, quand on ouvre la porte, la porte est ouverte avec le cadavre du mec, il y a littéralement une rivière de sang qui coule. Et d'ailleurs, t'as compris, il empoisonne ou ils mettent des lames de rasoir dedans, parce que ça explose de partout, ça n'a aucun sens.
Bah, j'ai pensé un peu à l'acide qu'on retrouvera plus tard aussi, que qui Ouais. boirait mais Oui. mais je c'est très bizarre et ce que je trouve intéressant, c'est que ce choc-là, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, où le film me sort, en fait. C'est dans les moments où il est très gore comme ça, où il est beaucoup trop. Par contre, quand il utilise les enfants, à ce moment-là, là, je suis dedans et là, tu le dis pour le coup, là, le film devient réellement subversif. Là où il est un petit peu provoque et finalement assez, je dirais presque assez inoffensif quand il fait du gore, je trouve que quand il gère cette violence comme ça, très frontale avec les enfants, là, pour le coup, il touche à un truc subversif. Et là, si je puis dire, je reconnais mon Mickey, mon Mickey un petit peu, voilà, qui va titiller là où ça fait mal. Et là, ça m'intéresse. Et là, c'est là où je me dis, là, il y a des traces de ce que sera le Mickey plus tard. Et toute cette violence gore qu'il fait avant, finalement, il va l'investir de quelque chose de beaucoup plus subversif par la suite. Là, il est le cul entre deux chaises, entre cette violence qui est vraiment subversive et une violence très récréative, très adolescente, qui finalement est assez inoffensive. Et je trouve que je suis Ouais. aussi, moi, en tant que spectateur, un peu le cul entre deux chaises. Mais ces séquences-là sont effectivement extrêmement choquantes et extrêmement subversives, me semble-t-il. Et d'ailleurs, ce vieil homme qui est l'un des 4 conseillers exécutifs qui vont être abattus et tout Oui. là, qui sortait de son baseball d'ailleurs, c'est très, très drôle ça et qui dit alors il dit alors là, j'ai mis les sous-titres anglais parce que les sous-titres français, ils étaient décalés, à un moment donc je dis: «Hop, on met les sous-titres anglais». Il dit: «It ain't good» dans le sens, ils font l'école buissonnière, c'est pas bien, hein, vous êtes l'avenir. Ouais, ouais, ça c'est très ironique quand même. Voilà, le conflit de génération, ouais, c'est hyper ironique et des enfants qu'on retrouve plus tard évidemment, très joyeux tous ensemble autour d'une bonne partie de football. Une partie de football qu'on voit, regardez le ballon au milieu, enfin, vous le voyez peut-être pas, Ah oui, mais bah, c'est c'est pas un incroyable cette ballon. séquence. Voilà, c'est pas un ballon, hein. C'est une tête, voilà, c'est magnifique. Séquence qu'on retrouve, alors je sais pas du tout si alors parce que Tarantino, Eli Roth, qui sont quand même très liés. Est-ce que Eli Roth a vu du Kitano du Mickey? Oui, parce qu'il joue Mickey joue dans Hostel, premier du nom. Et la fin de Hostel 2, c'est quand même des enfants qui jouent au foot avec une tête, et c'est assez Ah! marrant. Je me posais la question si il n'y avait pas là un nouveau clin d'œil, puisque de toute façon, il fait un clin d'œil direct dans Hostel, puisque Mickey, encore une fois, un tout petit rôle, une petite apparition. Et il l'a dit très clairement d'ailleurs que c'était un hommage au cinéma de Takeshi Miike, le premier Hostel, puisque l'une des femmes qui va se faire torturer à la fin, elle est japonaise, etc. Et puis bon, Mickey, pour le coup, qui est effectivement là. Et c'est assez amusant dans Hostel 2, qui est plutôt un film qui est un hommage au film italien notamment, puisqu'il y a Ruggero Deodato qui fait une petite apparition dans Hostel 2. Et Hostel 2 se termine avec effectivement des gosses qui jouent au foot avec une tête humaine. Donc c'est assez rigolo. Je pense que c'est un clin d'œil supplémentaire d'Eli Roth à Mickey qu'on peut retrouver là. Ça me paraît, qui, peut-être qui finit par éclater sous le coup de pied de notre titan, de notre Ah ouais, colosse. le dégagement du gardien de but, c'est ça, c'est bien. Puis avec un petit bruitage aussi. Alors, Oui, j'imagine qu'ils ont mis une pastèque dedans parce que et paf, pastèque, hein, comme dans la oui. Cité de la peur. Il y a des trucs. Non, mais c'est vrai que c'est. Alors, sur le moment, tu te dis d'ailleurs, bon, oui, parce que le colosse, il va être un peu engagé là, plus ou moins. Mais on en parlera après du colosse, parce que Oui, bon, la tête, quand même, hein, elle appartient à ce prof d'anglais, voilà, qui est là. Alors, c'est terrible parce que là aussi, on a le renversement des rapports. On le voit ouais. en tant que prof tyran avec ses élèves, et après, il retrouve Fudo. Au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est un autre de ses bras droits, parce qu'il est tyran et tout. Ah non, pas du tout. Il doit de l'argent à Fudo et Fudo l'humilie. Et du coup, après, il lui dit oh, si vous vous suicidez, ça ne me posera pas de problème. Ben, on ne sait pas s'il a été tué ou s'il s'est suicidé d'ailleurs, au final. C'est une bonne question. Mais là, c'est. Voilà. Il retourne la structure de Oui. l'autorité, là, j'ai envie de dire. Et Mickey, il a. Bah oui, Crowd Zero, bien sûr, les Sons of the Evil, quoique ça, c'est un peu autrement. Mais il aime bien aussi mettre en question l'autorité. Mm. Dans le Japon, peut-être qui a été dégradé et rendu décadent par les personnes les plus, enfin, les adultes. D'ailleurs, on parlera d'adultes plus âgés aussi avec ces deux personnages-là. Là aussi, ça sort du chapeau, mais bon, on en parlera après. Cette idée que Mickey, il se sent jeune en fait. Voilà, il a déjà la trentaine à l'époque, hein, mais il se Mm. sent jeune. Oui, c'est vrai qu'il y a ce mais en fait, tu sais jamais vraiment où il se situe, c'est tout. On l'a déjà dit plein de fois, hein, mais il y a ce truc-là où tu sais jamais si Mickey a quelque chose de conservateur, s'il est progressiste, ou en tout cas, il est progressiste sur certaines choses, il est conservateur sur d'autres. Il est conservateur à une époque sur certaines choses et le temps avançant, il va adopter un nouveau point de vue. Je pense notamment à la place, on en parlera peut-être aussi, à la place des femmes, qui va évoluer dans la carrière de Mickey quand même, beaucoup. Enfin, je trouve que pour le coup, il a gagné, si je puis dire, en lucidité sur la place des femmes et qui vont effectivement prendre une place de plus en plus importante
Et je trouve qu'il a une vision de plus en plus progressiste là-dessus. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que Mickey est féministe, même si je trouve que dans Audition, il y a des choses quand même qui flirtent un petit peu parfois avec des prises de position qui pourraient être féministes. En tous les cas, il se décale un peu de la misogynie ambiante et du patriarcat japonais, donc il est de toute façon un petit peu plus progressiste. Mais il y a une évolution là-dedans, et c'est intéressant parce qu'il est effectivement toujours dans le cul entre deux chaises, où parfois il est du côté de ces jeunes qui l'enjoint à se révolter, à se libérer, et parfois il est aussi un petit peu de ce côté effectif, du côté des plus vieux, à montrer qu'il y a quelque chose où on a perdu quelque chose, on a perdu certaines valeurs, etc. Et on est toujours entre les deux, mais c'est ça qui le rend assez intéressant parce qu'il est nuancé en fait. Il est ambigu et nuancé, c'est très intéressant. Peut-être que il comptait sur une jeunesse pour déstructurer ce qui avait été rendu décadent et ramener des valeurs traditionnelles. Ça, Tout à fait. Je pense que tu as raison. cette idée de boucle là. Donc, mais c'est Mickey, peut-être qu'il s'amuse aussi de ça. Il dit bon, je vais toucher un peu ceux qui sont très conservateurs au Japon. Je vais essayer de leur servir une soupe, mais derrière, je suis quand même dans voilà, je rentre dedans quand même. Donc c'est intéressant ça, parce qu'il y a cette ambiguïté là. C'est vrai que le rapport aux personnages féminins, même dans ce film, est questionné, questionnable. Quand bien même, à un moment, il y a quand même un personnage féminin, on en parlera dans la zone spoiler, qui débarque et qui en impose. Oui, tout à fait. C'est quand même intéressant aussi. Mais avant d'aller peut-être dans la zone spoiler, parce qu'on va pas tarder, il y a quand même ces personnages-là. Alors, mais qui allez, tiens, je te laisse ton interprétation. Moi, j'ai une petite idée sur ces deux jumeaux qui sont joués par le même acteur. Alors là, de dos, évidemment, on voit que c'est pas les mêmes, c'est pas la même perruque, c'est ridicule. Ça me fait très rire. C'est le même, et j'ai l'impression de l'avoir vu ailleurs, cet acteur d'ailleurs, peut-être dans un autre Mickey. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir vu ces personnages, enfin, cette tête ailleurs. Et tu as une sorte de les jumeaux, les vieux jumeaux gardiens du temple là. Ouais. Qui sont ces gens? Parce que c'est pas censé être les boss, à moins que ce soit les boss des boss, je sais pas. C'est bizarre parce que moi, en revoyant Fudo, on a vu il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 1 ou 2 ans quand même, Iso, de Mickey aussi, Ah et dans oui. Iso, il y a ce sorte de conseil un peu étrange auquel appartient d'ailleurs Kitano, puisqu'il a ce petit rôle-là, où il y a cette sorte de yakuza un peu abstrait en fait, qui sont plutôt effectivement, comme dit, une sorte de gardiens du temple d'un certain nombre de valeurs à raccrocher justement à la, je vais dire entre guillemets, «la culture yakuza», et on a là effectivement littéralement les 2 piliers en fait. Moi j'ai l'impression de voir ça comme ça, qui sont les 2 piliers de ces valeurs, de ce qu'est le système Yakuza, et qu'on va littéralement décapiter, pour le coup. Et je trouve ça vachement intéressant. Moi, j'y vois effectivement 2 piliers, 2 trucs qui maintiennent le système en place et qui ne veulent pas bouger, qui sont littéralement représentés, moi je trouve, dans le cadre comme des piliers. Ils ne bougent pas, ils sont jamais debout, ils sont toujours assis, ils sont statiques, ils sont Des stables. Bouddhas, quoi. Un peu Oui, il y a un truc comme ça aussi. Et en même temps, paradoxalement, je trouve que enfin pas paradoxalement d'ailleurs, visuellement, ce sont pareil 2 personnages qui pourraient très bien être tirés d'un manga parce qu'ils sont graphiquement aussi très forts visuellement. Il y a un truc qui fait que on s'en souvient. Ce sont des images. Le film est très graphique là-dessus. J'adore ça parce que, alors là, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il est très graphique, et très au sens graphique, au sens presque dessiné à des moments. En fait, on a des choses qui sont très très dessinées de manière très très ciselée, pointuée. J'adore ça. Ce truc-là, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film. Tu vois ici d'ailleurs, avec un plan comme ça, qu'on comprend pourquoi plus tard il fera un remake d'Harakiri, par exemple. Oui, tout à Ah, fait. voilà. Il pense à ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand même, ces deux là, au moins un des deux, à un moment, on les représente avec un esclave sexuel. Aussi, Ça, oui, c'est vrai. voilà. Comme le maire dans Dead or Alive 3. Tiens, tu vois, Tout à fait aussi. c'est-à-dire que c'est la structure et tout. Mais bon, là, aux yeux de Mickey, comment il les représente, c'est un peu la perversion aussi, quand même. Ouais, puis il y a un côté hypocrite dans cette structure-là, hypocrisie des valeurs avec ce truc effectivement, pour le coup derrière beaucoup plus pervers, beaucoup plus vicelard, mais caché sous une sorte de vernis un peu de la structure, des valeurs, de l'organisation, de l'ordre. Sous l'ordre il y a sous l'ordre, encore une fois, bouillonne le chaos qui est toujours présent. Et là, alors là, il n'y aura pas d'image, hein. Mais il faut parler de ces personnages. La Sarbacane, hein, comme tu La disais. Sarbacane. Oui, alors, c'est pas un spoil. Est-ce qu'on la commence maintenant, la zone spoiler? Parce que ça peut être une On peut, surprise pour les gens. on peut Parce que parce que c'est quand même, c'est une immense surprise. Donc, spoiler quand même si c'est pas en soi dans l'intrigue très spoilerisant, ça peut vous surprendre. Soyez, j'allais dire vierge, de toute surprise. C'est pas le mot à choisir ici. Mais alors, il y a une des bras droits, une des adolescentes, évidemment, de notre cher Ricky, qui s'avère être stripteaseuse, hein, voilà, pour arrondir ses fins de mois, si on veut. Et qui, alors,
c'est intéressant comme hobby, j'ai envie de dire. N'essayez peut-être pas ça chez vous. Joue. Alors, elle fait quoi comme sport? Je te laisse, du coup, seul dépositaire de cette. Vas-y, elle fait quoi? Elle Ah fait bah, du. hier soir, j'ai quand même réfléchi en voyant le film, non mais comment on va pouvoir nommer ça à l'oral? Donc je suis parti sur l'idée de sarbacane vaginale parce que je n'arrive pas à faire voilà, je n'arrive pas à penser autrement les choses. Mais elle Voilà. utilise effectivement la puissance de son souffle vaginal, si je puis dire ça comme ça, pour projeter devant les yeux ébahis des hommes dans cette boîte de striptease, pour voilà propulser des fléchettes dans des ballons qui sont accrochés au mur. Et à côté de ça, elle s'en sert effectivement comme elle est assassin, elle s'en sert pour tuer. Dans Voilà. l'oreille, elle vise très très bien, c'est Oui. extraordinaire. Voilà. Comme on le disait en off, hein, en ce moment, les fléchettes, qui est un des sports cultes au Royaume-Uni, hein, arrivent à être à la mode en France. Regardez ce film, ça vous donnera peut-être encore plus envie, ou pas, d'exercer ce sport, ma foi, intéressant. Mais là, c'est quand même extrême. Voilà, c'est un peu risqué aussi. Et à ce moment-là, les gens qui regardent sont tellement obnubilés par le spectacle qui ne se rendent pas compte du secret de cette Oui. stripteaseuse qui, en fait, est hermaphrodite. Et on le découvrira, nous, plus tard, quand elle va révéler un peu plus d'anatomie personnelle. Alors attention, ce n'est pas un film érotique. Bon, voilà. Oui, mais Non, mais... Et c'est intéressant parce qu'on avait vu un personnage, alors, plus transgenre, je pense. Hein. Mais ça restait très diffus. C'était un personnage plus que tertiaire hein, dans Dead or Alive 3, où aussi il oui, y avait c'est ce jeu-là de double sexe, on peut le dire, tiens, pour un double troisième sexe, comme le dirait Indochine. On va passer d'Indochine à Cabrel dans un Mickey, c'est bien, on fait toute la variété française. Cette idée que c'est intéressant parce que ça pourrait être graveleux. À un moment, il y aurait une scène qui peut être, ouais. mais qui montre la liberté de quelqu'un qui est à la marge par le fait qu'elle soit hermaphrodite, qu'elle se reconnaîtrait en personne, mais elle vit sa vie comme elle veut. Et on expliquerait pourquoi ainsi elle est devenue criminelle, en fait. Mmh. C'est sa façon de vivre et d'être acceptée par ses pairs. C'est intéressant parce que Mickey, il aime bien toucher ça aussi dans ses films. Et Il aime il bien porte pas de la jugement. marginalité. Non, totalement, tout à fait. Voilà. Il aime la marginalité. Il questionne cette idée. Il y a des gens qui existent. Qu'est-ce qu'ils peuvent être dans ce Japon-là? Bonne question. Et souvent, il est plus du côté de la marginalité d'ailleurs, hein, Oui. paradoxalement à cette idée quand même de recherche un peu des valeurs, de retour à certaines valeurs. Il y a quand même cette idée où il aime bien être en dehors aussi et fait parce que c'est un réalisateur qui est aussi marginal. Il y a un côté punk, Mickey et je pense qu'il se reconnaît davantage de ce côté-là. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais sur les fléchettes, juste un petit truc pareil, toujours cette idée que Mickey dialogue beaucoup avec son propre cinéma ou alors Fudo est dans une certaine mesure effectivement un brouillon de tout un tas de choses qu'on trouvera plus tard. On retrouve aussi pour qu'elle puisse faire ses fléchettes pour le coup, elle a une culotte qui s'ouvre donc avec une fermeture éclair, qu'on retrouvera dans Gozu aussi et que, Minami offrira à l'autre yakuza, qui est cette culotte avec une fermeture éclair aussi, en lui disant que quand il voudra y aller, il faudra qu'il il pourra passer directement avec cette fermeture éclair. Donc c'est marrant parce que c'est des motifs en fait qu'on retrouve de manière très récurrente, chez Mickey. C'est très bizarre. Alors effectivement, est-ce que c'est quelque chose de cette culotte avec fermeture éclair, est-ce que c'est quelque chose qui est culturel au Japon? Ça, je ne sais pas. Je me suis pas posé la question. Ou si c'est un motif que Mickey a développé au sein même aussi de sa filmographie, quelque chose d'un peu récurrent, qui sont des images récurrentes, des idées récurrentes qu'il reprend. Mais tu vois, c'est en ça que je trouve qu'il y a un truc très, il y a quelque chose du l'ordre du brouillon, où il teste des trucs, en fait, ces étrangetés-là qu'on retrouve et qui font écho à d'autres films qu'on verra plus tard. Je trouve ça assez étonnant, en fait, de voir ce truc-là. Et effectivement, le côté hermaphrodite, c'est un truc qui est traité de manière extrêmement étrange, en fait, dans le film. La révélation arrive très vite, mais tu as raison vraiment de le dire, c'est-à-dire que la séquence de sexe, la séquence un Mm. peu érotique qui en découle, elle est curieuse parce qu'elle est assez voyeuriste, elle est assez je trouve que la manière dont c'est fait, c'est un peu ouais, je Oui. je trouve il y a un truc un peu gênant et en même temps, effectivement, tu as raison, ces 2 femmes pour le coup, parce qu'elle va avoir un rapport sexuel avec une autre femme, avec un autre personnage qui est effectivement très fort. Il y a cette idée quand même d'embrasser sa liberté, d'assumer sa liberté, d'assumer son désir, d'assumer cette histoire d'amour alors qui finalement n'aura pas vraiment de fin en fait. C'est un peu laissé comme ça. Parce que Et ça finalement, finit ces 2 par l'acide. personnages Hein. Voilà, à cause de oui, l'acide, voilà. tout à fait. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Par contre, il y en a une qui meurt. Oui, Hein. Elle est tout à fait. défenestrée. Voilà,
C'était ça, Avec ouais. Là aussi, c'était un peu défenestré après avoir uriné sur son tueur. Bon, il y a ça a l'air gratuit comme ça, mais c'est vrai qu'on va en reparler parce que de cette scène-là, on va introduire après le personnage oui, féminin qui arrive au milieu là et qui va avoir son importance. Ou c'est peut-être surécrit, peut-être aussi quelque part, parce que bon. Mais il y a aussi cette histoire de tatouage là, et ça, c'est glauquissime quand même. Parce que là, il y a quelques jours sur la chaîne, et c'est presque un oui. hasard, mais je le sais que c'est un film qui a inspiré Mickey, c'est sûr. J'ai découvert Tatouage de Musumura. Et là, on a littéralement. Alors, ça, c'est le dos de l'adolescent, voilà, que l'on voit après. L'acteur avait plus de 20 ans, mais à un moment, il est nu et hop, on retourne. J'ai voulu vérifier, parce que j'avais déjà fait ça dans un Mickey avant, s'il était tout nu. Non, il a un cache-sexe, en fait, mais avec le Ah, j'ai mouvement pas de fait la attention. caméra. Voilà. Non, mais parce que Mickey, il y a cette pudeur quand même. Là, il n'y a pas de flou. Il n'y a pas mis Oui, de. Il oui, y a c'est pas vrai, c'est flouté. vrai. Mais en fait, pour revenir sur le sérieux du propos ici, ça, il s'est fait ce tatouage-là enfant, Ça, c'est dans génial. Ça, le c'est un sang de son frère, qui a été décapité. Et même, on se demande comment il a pu. Parce qu'on le voit commencer son tatouage derrière, mais comment il a pu le finir. Ça, c'est intéressant, c'est mystique presque. ah, moi, je trouve que c'est un truc alors pour le coup, ça, je trouve que c'est une idée assez extraordinaire, moi, que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup touché, tu vois? Je me rappelais plus de cet élément-là et pour le coup, là où je te disais que parfois émotionnellement, en fait, je trouve qu'il y a vraiment ces moments intimes, donc que ce soit le meurtre du frère, tout début avec effectivement, on l'a dit, ce regard porté sur le père qui est en train de tuer son frère. Ce moment effectivement où il retrouve le cadavre et où on le voit, se tatouer donc pour le coup à l'aiguille directement, avec le sang de son frère. Ça, je trouve que c'est des moments très beaux et très forts en fait. Vraiment, il y a plein de moments, on parlait des enfants tueurs aussi. Il y a plein de moments dans le film où je trouve que là, le film devient, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc vraiment subversif à ces moments-là en fait. Au-delà du choc un peu puéril parfois, du gore un petit peu facile, mais qu'encore une fois, parce que c'est une fin en soi à ce moment de sa carrière et qu'au bout d'un moment, ce gore qui paraîtrait puéril devient pour moi un moyen pour servir le propos, ce qui n'est pas toujours le cas ici. Je trouve qu'il y a effectivement ces moments qui sont des moments suspendus, hein, où le temps s'arrête un petit peu, parce que cette séquence-là, pareil, tout va très vite. Et il y a ce moment où on le voit se tatouer, le gamin, et on prend le temps de voir le truc, qui trempe ses aiguilles dans le sang. Il le fait, c'est lent, c'est long, ça doit être épouvant et douloureux. Et là, il prend le temps à ces moments-là. Et je trouve ça super. Ces moments en fait où le temps est un peu suspendu, je trouve ça vraiment super. Bonne question de savoir ce que représente ce tatouage. On dirait Oui, la tête du colosse c'est vrai qu'on un voit. petit peu, c'est vrai. Qu'elle est long, C'est ses ça. longs cheveux bouclés, effectivement. Ah, peut-être que le colosse serait une sorte de représentation d'esprit. Ah, on tient peut-être quelque chose. On en parlera parce que le colosse, il a l'air un peu surnaturel sur pas mal de points aussi. Ouais. Mais avant d'aller sur le colosse, moi j'ai quand même envie que on parle de ce enfin, de ce personnage qui débarque pratiquement de nulle part. Bon, j'allais dire de nulle part et pour cause. Au début, on la voit arriver au lycée parce qu'elle va remplacer le défunt, hein, évidemment, prof d'anglais, qui a perdu sa tête. Il a perdu la tête dans tous les sens du terme. Et donc, il y a cette. Alors, elle arrive en mode. Alors là, c'est gratuit. On sent le côté Ah, c'est complètement adolescent gratuit. du cinéma de Mickey. Elle arrive en tenue cuir très proche. Elle fait court avec. Comme ça. Bon, d'accord. Et plus tard, elle se retrouve chez Fudo. Bon, elle comprend. Enfin, s'immiscie très vite dans la vie de ce jeune homme. Parce que révélation, est-ce que c'est pas un peu too much? Peut-être, je ne sais pas. Il s'avère que c'est l'ancienne petite amie du frère défunt 10 ans avant. Voilà. Ouais. Et qui vient elle aussi chercher sa vengeance. Et à un moment, elle va avoir ce tatouage aussi. Alors, est-ce que c'est une apparition? C'est très étrange là aussi cette histoire. À un moment, on la voit avec ce tatouage. En train de prendre Voilà. une douche, c'est comme si le tatouage se révélait, en fait, c'est assez Oui, assez curieux. c'est un truc à l'encre, à l'encre, je sais pas. Oui, C'est très, très étrange ça. Et il y a une part de mystique et de surnaturel dans ce film, peut-être aussi, quelque part, hein, indirectement, je veux dire. Après, c'est un manga, il y a oui. peut-être des choses, voilà, aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de comme on l'a dit souvent il y a toujours quelque chose d'un peu mystique chez Mickey quand même, d'un peu ésotérique et là effectivement, bon on le disait tout à l'heure avec la sarbacane, c'est le genre de ça qui sont des choses finalement qui nous obligent à suspendre notre jugement et à l'accepter en fait en tant que tel. La surpuissance du colosse aussi, qui va, briser les gens en 2, les jeter dans alors il est Et très c'est grand drôle. certes et c'est très Le drôle pour le colosse, coup. il est drôle aussi. Voilà, il y a un C'est côté comique là. c'est un comic relief, hein, quasiment ce personnage-là et puis qu'effectivement qui va de revenir comme une sorte de Deus ex machina après une explosion, et qui va revenir quasiment d'entre les morts. Il y a effectivement un truc quasiment effectivement magique, mystique et ce personnage alors ce que j'aime bien par contre dans le perso effectivement, c'est qu'il en fait un personnage très fort, très libre, qui est une actrice plutôt âgée aussi par rapport à la jeunesse, Mmh. des jeunes femmes
des très jeunes filles pardon, du lycée pour le coup, où effectivement elle a un truc très bizarre avec une sorte de travelling d'accompagnement où on part de ses pieds, de ses talons pour parcourir ses jambes, monter le long de pour le coup révéler ses fesses et son dos. Et comme effectivement elle a du cuir très proche du corps, effectivement ça travaille beaucoup sur ses formes. Mais ce que je trouve par contre intéressant, c'est quand il va la révéler dans la classe et qu'on voit qu'en fait elle est beaucoup plus âgée en fait et elle assume pleinement dans une certaine mesure sa sensualité, sa sexualité. Il y a un truc que je trouve quand même intéressant là-dedans en fait, assez paradoxal encore une fois, où il y a un truc encore une fois un peu effectivement adolescent, un peu voyeur, un peu putassier dans la manière dont il la révèle. Donc Mmh. il a fait découvrir, mais finalement le retournement d'en faire finalement un personnage bien plus mûr que ces jeunes filles qu'on voit dans le reste du film, il y a et qui assume encore une fois sa liberté, sa sexualité, malgré, si je puis dire entre grosses guillemets, parce que j'aime pas dire ça, malgré son âge, entre grosses guillemets. Mais je le dis d'un point de vue où on serait dans une société très patriarcale qui va un petit peu mettre de côté les femmes plus âgées parce on pourrait considérer qu'elles sont plus âgées, donc qu'elles n'ont plus le droit à cette sexualité. Je trouve que soudainement, il y a un truc finalement plus ambigu, plus nuancé. Mais Ouais. c'est un peu racoleur. Malgré tout, ça reste Ah un oui, et peu puis racoleur. après, et c'est donc elle qui a cette scène avec l'adolescente hermaphrodite. Voilà, alors c'est très soft hein, là, hein, et à la robe Oui, et tout. Après, ce sera un poil moins soft. Cependant, cette scène-là qui va loin quand même, a oui, une ambiance tamisée où on voit qu'il a pris le temps d'installer avec son chef-op quelque chose. Cette ambiance-là. Il s'intéresse un peu à ces petites vies à côté, de qu'est-ce qui reste après, voilà, pour la vengeance de quelqu'un qui a perdu son petit ami et elle qui cherche sa place dans la société. Il va y avoir une connexion qui va se faire assez oui. étonnante hein, sur le papier. Et avec la différence d'âge qui va avec aussi, d'ailleurs. Et en plus, alors bah, autant je trouve la scène de sexe un peu questionnable en tous les cas sur certains moments où elle est effectivement un peu putassière aussi. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est quand elle s'achève, pareil sur des questions de prendre le temps. Mickey en fait va faire un long plan où elles sont toutes les deux allongées l'une dans les bras de l'autre dans la baignoire. Et pareil, il va s'attarder sur ce moment-là en fait où effectivement on a une séquence de sexe un peu gratuite, mais en même temps il te montre quand même derrière qu'il y a de l'émotion derrière ça, il y a quelque chose qui se joue entre ces 2 personnages, il y a quelque chose qui se lie entre les 2. Voilà et je trouve c'est dans ces moments-là, encore une fois, que Mickey, il est fort, en fait, parce qu'il contrecarre un petit peu à ce côté certes, il assume son côté un peu ado, un peu provoque, facile, tout en posant effectivement ces 2 personnages qui sont un peu esseulés, un peu marginaux, qui vont se retrouver et on termine cette séquence de sexe par un moment d'intimité où il y a quelque chose qui se lie entre les 2 comme si tu le disais, elles se sont trouvées dans leur marginalité, dans leur différence avec le reste de la société qui est bien dans les cas, dans les clous pardon, et dans les cadres. Et ça, je trouve ça toujours intéressant et remarquable chez Mickey, quoi. Et puis avant d'arriver sur le final avec un autre personnage, là, ça devient un peu compliqué quand même à un moment. T'as les personnages qui débarquent, tout ça parce qu'il y a le père qui va essayer de contrecarrer les plans du fils et tout. Donc il y a ce colosse. Et ce colosse, qui à un moment subit ça. Et là, moi j'adore cette idée. Hein. Il subit ça. La scène, elle dure 20 secondes. Boum, il explose sur sa moto. Et paf, on n'en parle plus. Bon, il est mort, quoi. Hein. Là, il est clairement décédé de chez mort de chez enterré, tous, enfin, enterré ou éparpillé façon puzzle, comme le dirait l'autre. Et ben non, 20-30 minutes après dans le film, il redébarque comme ça. Et il a aussi des jambes de fer et tout. Peut-être une influence à la tête sous eau, j'en sais rien, pourquoi pas. Mais le gars, t'as l'impression qu'il a été rafistolé. C'est pas un être humain, ce mec, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait le tatouage plutôt qui pourrait représenter une sorte d'esprit. Est-ce que ce serait pas une sorte d'esprit dans certains folklore de vengeurs japonais, j'en sais rien. Ça pourrait être amusant parce que il est Mmh. facétieux tel un esprit aussi, Il comme a un un petit yokai. côté, ouais, je suis d'accord, il a vraiment un petit côté divin presque ou magique ce personnage-là. Tout un comic relief aussi à côté, mais on ne sait pas d'où il tire sa f on il y a quelque chose de très mystérieux sur ses origines, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions et pourquoi il va se lier vraiment. C'est plutôt d'ailleurs, il va croiser, Ricky qui va le faire rentrer un petit peu dans son petit gang, mais finalement on ne sait pas grand chose de lui, et effectivement il y a ce truc de Deus ex machina où il va arriver un petit peu au dernier moment pour un peu sauver la mise dans une certaine mesure, avec effectivement il y a son visage, mais il y a aussi sa jambe aussi qui est rafistolée, il a une sorte de grosse attelle le long de sa jambe et c'est un personnage étonnant que moi je trouve hyper attachant pour le coup, qui effectivement ne dénote pas du fait qu'on est dans une adaptation de manga et c'est un personnage qui graphiquement, encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure,
a quelque chose de très manga, il a quelque chose de très marquant graphiquement, parce qu'en plus, il est très différent de tout le reste, parce qu'il est encore une fois immense. Il a une peau plutôt bronzée, donc il ressort aussi beaucoup par rapport à la peau très blanche des autres personnages. Donc, il ressort un petit peu physiquement de tout le reste en fait des personnages qui gravitent dans le film. Il a un côté, il a un physique, je trouve très hawaïen en fait dans une certaine mesure, avec les liens qu'entretiennent Hawaï d'ailleurs avec le Japon. C'est un personnage qui a quelque chose de très étonnant en fait dans ce cadre-là. Il n'a pas du tout un physique de yakuza en fait. Il y a pas du tout. Il y a un truc très différent. Le fait qu'aussi, alors sa peau il est plus bronzé, il est très grand, il a des longs cheveux, alors que tous les autres personnages d'hommes en tous les cas ont des cheveux courts, des cheveux ondulés aussi. Enfin, c'est hyper étonnant. Là où par exemple les femmes ont plutôt des cheveux raides, donc il dénote visuellement, graphiquement de tout le reste. Et ça en fait un personnage effectivement quasi divin et qui la seule effectivement le seul écho qu'on a dans le film de quelque chose qui lui ressemblerait, c'est effectivement le tatouage. Et c'est effectivement très étonnant pour ça, en fait. C'est le seul truc qui fait qu'il y a un écho avec son physique. Ouais, puis alors, après, donc il y a ce personnage qui vient visiblement de. C'est un Coréen, hein, parce que son vrai nom a Ah l'air oui, coréen. tout à fait. Comme ça, alors c'est joué par un acteur japonais, attention, hein, mais le père, pour sauver la situation, parce qu'il voit que son fils, il a compris que son fils était derrière tous ces meurtres et tout, il appelle donc un gars qui a participé à la guerre, on ne sait pas trop, parce qu'à un moment, il y a des discussions sur la Corée du Nord, les Américains qui aidaient le Japon et les Américains à faire la guerre contre la Corée du Nord. On comprend rien, il y a cette discussion en salle informatique et tout, je ne sais pas pourquoi c'est là. Mais bon, voilà, parce qu'il y a peut-être eu des coupes dans le film en même temps aussi, hein, c'est possible. Ou dans le manga, peut-être que c'est plus développé dans les tomes des mangas qui ont été faits. Et donc débarque ce Gon, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, enfin, c'est son surnom, ou en tout cas japonais, qui s'avère alors débarquer là en mode, il va devenir le prof de sport. Alors, l'introduction du gars avec les ados, il y a des ados qui jouent un truc bizarre, il y en a un qui monte ses fesses, ou on lui met un truc dans les fesses, Oui, c'est j'ai vrai, pas tout trop à fait. compris. Un truc sadomaso, pourquoi Il met un se croirait vibro dans les Crowd fesses d'un Zero. camarade, c'est vrai. Voilà, on se croirait dans Crowd Zero, là, il y a un moment, sur les toits, là, il y a un Oui, truc. en plus, sous Il les va toits. les dégommer avec ses arts martiaux, parce que comme ça, c'est gratuit. Je suis votre nouveau prof de sport, blum, blum. Arrêtez les conneries. C'est le collège fou, hein. Si vous connaissez cette série qui est japonaise de base, pour le coup, c'est ça. Et alors, il s'avère, alors c'est là où, alors l'autre ancienne petite amie du frère défunt, et là, c'est le demi-frère de notre. Alors, c'est le fils que le père a Illégitime eu, de. un Ouais. fils d'amour. Il Oui, le dit voilà. d'ailleurs. Alors qu'on comprend finalement que le grand frère et le petit frère, c'était des fils pour être les successeurs hiérarchiques dans le gang, quoi. Et il y a cette opposition-là, et là, c'est très frustrant, parce que ça aurait pu être. Il y a une belle scène qui rappelle, je ne sais pas si c'était pas dans les Affranchis de Shinjuku, d'ailleurs, les deux frères Si, aussi. je crois, oui, il me semble que Juste ça aurait avant, fait. Oui. et t'as une scène un peu pareille, voilà, où il y a cette confrontation. Là, j'ai pas pris le plan où ils sont séparés. Il y a un split screen limite, mais de deux pièces. Et là, ça y est, ça commence à discuter d'anciennes légendes, Moon River, parce qu'on voit à un moment aussi, ça a l'air gratuit comme ça, cette rivière rouge très haute dans le ciel. Alors peut-être, ça c'est bêtement dans le folklore japonais. Et Mickey, il part du principe que c'est un film pour les Japonais. Ah, c'est Tout le super, monde ouais. comprend. Donc c'est très beau, hein, c'est magnifique, hein. On la voit C'est plusieurs fois, cette lune rouge, à plusieurs moments, notamment sur un fondu enchaîné qui est très très beau aussi, où la lune est au centre. Et on retrouve dans le fondu mmh. enchaîné, on retrouve le père, pour le coup, qui est assis sur un banc seul et il a la même place que la lune dans le fondu enchaîné. C'est très joli, il y a des choses très jolies là-dessus. Alors là, il y a peut-être des trucs du folklore qui nous échappent, comme Oui, le tatouage, hein, et tout. Et il y a magnifique confrontation, mais c'est trop court. C'est trop court parce que finalement, la tension et le build-up n'arrivent pas à se faire. Et en fait, le film aurait gagné en développant beaucoup plus l'histoire autour du père, du fils, le jeune fils qui veut se venger, l'arrivée de ce frère, éventuellement la prof d'anglais ouais, ex-copine. Et en fait, il souffre des moments les plus sulfureux dont on va se souvenir dans le subconscient, quoi. ouais. Euh, Mais du Mais coup, c'est une c'est super idée, moi j'aime bien l'idée, en plus elle est très drôle, l'idée de l'assassin d'assassin. C'est l'assassin qui va assassiner les assassins. C'est assez marrant sur ce personnage-là. Et il a pas mal de scènes intéressantes parce que, voilà, effectivement, il y a les arts martiaux, il y a tout son truc avec ses chaussures qui sont coquées en oui. métal pour pouvoir justement. Il y a une séquence intéressante où il se bat ouais, au katana justement et lui il évite, où il part les coups avec ses chaussures et il cache ça avec du scotch noir pour qu'on voit pas que ce soit du métal. Et donc il y a plein de trucs comme ça. La séquence où il assassine justement la femme à la sarbacane. Non, c'est pas la femme à la sarbacane, c'est l'autre jeune fille qui va Mmh. balancer du haut des fenestrés. Où là il y a un plan moi qui m'a fait
irrémédiablement penser à un des assassinats, enfin une des morts, pardon, dans L'Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento, Ah où oui, le mari saute, voit la plonge, et on a un plan subjectif de lui qui voit le sol se rapprocher, un qui est assez, film, assez un plan qu'on voit dans un film qui s'appelle Je la connaissais bien de Pietrangeli aussi, Ah oui, antérieur. effectivement. Oui, Et oui, tout oui. à fait. Donc Argento qui avait dit lui-même, c'était lui-même un peu. Voilà, c'est des plans comme ça qui restent et qui, par Et qui filiation. sont hyper marquants, et il y a plein de choses comme ça chouettes en fait dans ce personnage-là. C'est un personnage que je trouve vraiment intéressant. Surtout qu'il est toujours en fond de truc, on sent qu'il a calculé tout, parce que notamment quand il arrive pour assassiner la femme à la sarbacane, il le fait avec des ballons qu'il a accrochés au plafond et qui sont vraisemblablement remplis d'acide qui fait exploser, et comme elle est sur scène, elle se fait littéralement dissoudre sur scène. Et il y a toutes ces séquences de meurtre sont assez ludiques, assez rigolotes, parce qu'elles sont un peu excessives et choquent. Mais le personnage qu'il y a derrière, en réalité, il est un peu éclipsé par ça. Il est un peu éclipsé par ses gestes meurtriers, alors qu'il a un background vachement plus intéressant. Et sa relation, effectivement, avec son frère, elle est un peu éclipsée au second plan, au profit de ses meurtres, au profit de ses actions. Et c'est un peu dommage aussi, même si j'aime bien l'affrontement entre les deux, qui pour le coup est assez Mm. rigolo, avec le jeu purement scénographique et art martial, si je puis dire, entre ce katana qui va se battre contre les pieds, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Et il y a presque cette idée de complémentarité entre l'un et l'autre, où le frère, donc Ricky, se bat avec ses bras, et il se bat contre. C'est presque comme si les deux personnages étaient les deux facettes d'une même pièce, où l'un ne peut pas se battre avec ses bras, il se bat avec ses pieds, comme si c'était les deux mêmes personnages. L'un c'est les bras, et l'autre c'est les pieds. Je trouve ça assez rigolo, en fait, la complémentarité entre les deux persos et l'écho qui est entre les deux. Et c'est l'ultime boss final, entre guillemets. Enfin, Oui, c'est l'ultime boss qui tombe avant le boss final, avec cette. Voilà, ça, c'est la première victoire de la nouvelle génération, hein. oui. C'est écrit en dessous, hein, la vieille société Yakuza qui a tué notre frère. Alors, notre frère, c'est intéressant. Notre frère, dans le sens. Enfin, c'est. Voilà. Alors, c'est marrant parce que, du coup, quand on voit ça, elle n'est pas si jeune que ça, finalement. Oui, tout à Le fait. colosse non plus. Mais voilà, c'est un peu peut-être que si les deux, tiens, le colosse et, on va dire, la prof d'anglais ex, ne serait-ce pas deux esprits aussi? Parce qu'au final, ça débarque de nulle part, tout ça. On pourrait presque avoir ces lectures-là. Enfin, des incarnations d'esprit qui sont vraiment terre à terre, ouais. Mais allégoriquement, en fait, tu as un peu l'impression que ce sont deux personnages comme ça qui sont venus aider la jeunesse à prendre le dessus, quoi. Ouais, il y a un truc un peu abstrait dans ces deux persos, effectivement. Ils ont un truc un peu, ouais, où effectivement, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas pourquoi vraiment ils sont là, on sait pas pourquoi vraiment ils s'engagent dans cette lutte aux côtés de Ricky. On sait pas, mais effectivement, ils sont là pour l'aider. Et là, effectivement, le film est vraiment, pour le coup, c'est là où il devient intéressant sur sa lecture aussi, effectivement, mais qui est assez récurrente chez Mickey, effectivement, comme tu dis, de cette nouvelle génération qui va prendre. Alors, et on ne sait jamais pourquoi, en fait, derrière. C'est-à-dire qu'on viendra à la fin, mais à la fin, il y a quand même cette idée de laisser quand même en suspens les choses. Mmh. Mmh. Est-ce que on va achever cette génération précédente qui est finalement complètement dépassée, pour peut-être faire cesser la violence? Bon, le film donne une réponse quand même à la fin. Ou est-ce que justement, on pose des choses pour pouvoir prendre encore une fois cet héritage et continuer, je ne sais pas, d'une autre façon, d'une autre manière. Parce qu'il y a tout le rapport avec le personnage de Riki Takeshi qu'on voit aussi, alors qui est Ouais, on vraiment le reverra. filigrane, hein. On le voit au tout début, on le voit un petit peu au milieu, mais vraiment l'espace de quelques plans, et on le retrouve à la fin lors du rituel, enfin des obsèques du père, pour le Mmh. coup, où là il y a un truc qui se passe, et c'est un peu curieux. On va y revenir, je pense, après, hein. Peut-être que tu voulais y venir, donc je ne veux pas te couper Ah l'herbe sous le bah, pied. de toute façon, avant, il y a évidemment le boss final à tuer, le père et fils face à face. Alors, Oui, c'est ce que dit de toute façon le fils, hein. Voilà, le fils qui dit que c'est fini maintenant, les enfants vont plus se sacrifier pour leurs parents. Ça, c'est intéressant, quand même. C'est une ouais, phrase qui va tout à fait, au-delà du Yakuza, quand même. Cette totalement. idée que l'héritage japonais, ce poids-là, qu'on voit même dans le cinéma d'Ozu, hein, où les enfants doivent répondre Totalement. aux promesses des parents, tout le temps dans ce cinéma japonais-là, on l'a, ça. Et là, il y a un message, je pense, qui transcende même le film. À voir si c'était techniquement écrit comme ça dans le manga, mais ça fait très Mickesque, ça, quand même. Mmh. Il y a ce truc-là aussi, assumer les crimes de ses parents, effectivement sacrifier sa propre existence pour payer, les crimes de ce qui passe. Je trouve que sur l'histoire du Japon, c'est intéressant aussi, ce truc-là aussi, de dire: Mm. «Est-ce que voilà, est-ce que je prends, est-ce que j'ai sur le dos, est-ce que je porte le lourd fardeau,
des crimes du passé. C'est vachement intéressant, je trouve, que ce soit d'ailleurs là pour le coup dans le cadre des Yakuza aussi, un peu. On sait que l'histoire de Yakuza, c'est aussi une manière de refonder, après la Seconde Guerre mondiale, de refonder la société japonaise. Et on sait que l'économie parallèle des Yakuza a beaucoup aidé. Et là, Fukasaku l'explique d'ailleurs très très bien, que ce soit des films comme Combat sans code d'honneur, Guerre des gangs à Okinawa, peut-être d'ailleurs encore plus Kital Pourfendeur, je crois. Oui, j'ai un doute en tous les cas sur les titres. J'espère que je les mélange pas mais il y a quand même cette idée-là que voilà, encore une fois, le Japon, c'est grâce à cette économie parallèle qu'il renaît. Et voilà, quelles sont les responsabilités, qu'est-ce qu'on a à subir et qu'est-ce qu'on traîne derrière nous. Et héritage aussi, ça Kitano l'a bien fait, mais Mickey Oui. aussi, l'héritage de l'ancien monde des samouraïs, Totalement. aussi gangréné et tout, qu'on voit dans beaucoup de films où c'est gangréné, il y a un harakiri au Il y sens a Harakiri, ouais. Satoichi, évidemment. Là, c'est lié, quoi. Là, on a l'impression d'être dans un film à la Satoichi, Harakiri, etc. C'est intéressant cette idée de voilà la boucle mémorielle, historique et de transmission japonaise, ici, en gros, doit cesser. C'est un peu le message. Il faut faire valser les codes. Et le retournement de la scène est extraordinaire parce que il fait semblant, Ricky, de dormir. Enfin, c'est génial ça. Et il va subir le même sort que son grand frère avant. Il va être décapité. Mais non. Alors, il a un gilet pare-balles après. Il a tout prévu. Mais avant, il a un collier par sabre. Ça, c'est génial comme idée. Ça sort de nulle part. Ça aussi, c'est pas du tout crédible. Tu sens qu'il y a des trucs. On se demande si c'est pas le colosse qui lui a prêté un de ces trucs d'acier maintenant. Ah oui, ça apparaît comme ça, c'est hyper bizarre. C'est génial. Ça aussi, c'est venu de nulle part, quoi. Il faut voir le sorte d'effet spécial utilisé un peu là, je sais pas trop. On dirait un piège à ours le truc, mais il y a un CGI un peu crado avec le truc qui apparaît effectivement autour de son cou. c'est génial ça aussi. Mais c'est dire super que, rigolo. on est dans un manga à la base, donc on sort du délire, quoi. Mais il a tout prévu le gamin, voilà. Il savait comment son père allait agir. Il a vu d'ailleurs. On revoit en flashback la scène où il voit avec l'œil. Tout est pensé. D'ailleurs, il y a toute une scène rituelle avant où il se rappelle de tout pour aller au bout, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a une vraie violence. Et là aussi, c'est très bien, mais limite, c'est trop rapide aussi, tout ça. Limite. Bah, le face-à-face est vachement rapide, en fait. Alors évidemment, il y a effectivement parce que vraiment dans l'idée, donc il y a effectivement, il vient l'assassiner pendant son sommeil, en tout cas pour reproduire ce qu'il a fait avec son frère. Il y a cette question aussi de quelque chose, on parle souvent de l'absurde de Camus avec Mickey, on en a parlé quand même assez souvent. Il y a ce truc-là de la répétition, du fait qu'effectivement les choses sont vouées à se répéter et qu'il faut qu'il y ait un moment donné où il y a quelqu'un qui casse le cycle. Et je pense que Mickey compte sur la jeunesse pour casser le cycle à un moment donné. Et là, effectivement, Ricky casse le cycle grâce à ce collier de métal qui va le protéger, qui va faire qu'il ne va pas subir le même sort que son frère. Et effectivement, il y a tout ce truc-là où, effectivement, quand on a compris le système du collier, évidemment, on anticipe très vite que quand son père lui tire dessus, il a un gilet pare-balles qui révèle de manière presque aussi un peu magique aussi à son père. Et il finit effectivement de manière, pour le coup, très très sèche, en fait, par le décapiter aussi. Il décapite littéralement son père avec ce plan que je trouve très très beau aussi, où pour le coup, on a une décapitation qui se fait avec un props, donc avec la tête qui part, qui est une tête effectivement factice. Et ensuite, on a ce très beau plan où on ne voit pas la tête intégralement, mais on voit juste le haut de la tête pour qu'on puisse récupérer la tête du père et qu'elle soit pour le coup expressive. Quand même, elle est décapitée, donc on ne voit pas le bas de la tête. Et je trouve que c'est intéressant parce que le père a quelques réactions. Il ne meurt pas tout de suite. Il a les yeux encore ouverts et il réagit encore. Et je trouve ça aussi intéressant, aussi comme si l'enfant voyait la décapitation au tout début de son fils, et là, comme si le père prenait conscience de sa propre décapitation aussi, et que comme le fils, il en était témoin aussi. La fameuse théorie comme quoi on survivrait quelques secondes après la guillotine ou une décapitation, ça doit être joyeux comme moment. Ça doit être horrible. Voilà. Totalement. Les secondes les plus longues de ta vie et de ta mort, du coup, aussi. Mais c'est intéressant parce que, oui, cette idée de briser le cycle, tu as parlé de Iso, pour le côté camusien ultime du cinéma de Mickey. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là. Mais cependant, n'est-ce pas un peu vain tout ça? Parce que à la fin, le cycle est amené à reprendre. En plus, le film ne se termine pas. C'est ça l'ironie du sort. C'est qu'à cette fin, il y a une funéraille où on voit notre colosse, tout le monde. Et enfin, bon, on l'avait pas montré encore. Miki Takeuchi, donc le futur, l'ennemi numéro 1, qui vient là. Et on sent qu'ils vont se combattre à un endroit, normalement, où on profite du rituel. Normalement, on ne va pas se battre sur des moments comme ça. Ça me fait penser que récemment en Corse, il y a quand même un qui a été abattu sur les funérailles de sa mère. Donc, j'ai pensé à ça. On ne respecte plus rien, peut-être. Mais il y a ça, et ça finit
sur, allez, la suite au prochain numéro. Oui, il y a eu un Fudo 2 où les deux personnages principaux reviennent. Hein. Voilà. Donc j'imagine que ça se continue. Mais c'est toute l'ironie du truc. Oui, casser le cycle, mais en fait, ça n'est appelé qu'à recommencer, puisqu'il y aura un Fudo 2 et même un 3 après. Et de toute façon, lui recommence le cycle en créant son petit Yakuza avec ses jeunes, de toute façon. Donc, il n'arrête pas. Hein. Et je crois qu'il y a quand même un truc où au début, on a quand même cette impression-là où on laisse une forme d'espoir. C'est marrant, on a l'impression que Mickey joue quand même avec ça. C'est-à-dire que ils sont en haut d'un escalier pour le coup, et donc lui, on a donc Riki Takuchi qui arrive, enfin le personnage de Riki Takuchi, et il y a tout un tas de gardes, je crois, devant, qui vont essayer de l'empêcher d'arriver, et on sent qu'il y a un combat qui va se passer. Et là, Riki les arrête. Il leur dit non, on ne peut pas faire ça à ce moment-là, il n'y a plus de respect. Je ne sais plus comment il dit ça, mais il faut encore du respect. Et donc Riki Takuchi, les sbires s'écartent, laissent passer le personnage de Riki Takuchi, qui se retrouve donc face à Riki, face au colosse et à la femme qu'on a découvert, donc l'ex-prof d'anglais, pour le coup, enfin la remplaçante de prof d'anglais, la DA de prof d'anglais. Et ils vont se trouver, on va terminer sur une sorte de début d'affrontement où chacun va dégainer son katana et effectivement générique. Donc finalement, il l'a sauvé dans un premier temps, mais l'affrontement en réalité aura lieu, quoi qu'il arrive, même si on le décale dans le temps, on le déporte dans le temps, l'affrontement finira par avoir lieu. Mais ça, c'est une autre Et ça, histoire. voilà, et puis c'est pas Mickey qui a fait les suites. Non, non, non. Voilà. Mickey. Alors c'est presque dommage parce qu'il fera après Dead or Alive 1, 2, 3, Cross Zero 1 et 2. Il fera Zebraman 1 et 2. Et là, non, il voulait pas, je pense à l'époque peut-être. Ou alors il y a eu une tension, peut-être, parce que ça aurait été logique qu'il fasse la suite. Il a peut-être pas aimé l'idée, d'ailleurs, voilà, qu'il y avait. Mais bon, ça, quand même, bon, on peut fermer ici la zone spoiler parce que la conclusion s'impose, mais c'est particulier comme film parce qu'on a dit des choses qui nous ont marqués, qui sont intéressantes, mais on en revient à ce qu'on dit au début. C'est le bazar. Alors, c'est bien les films chaotiques aussi, surtout quand ça veut briser une structure comme ça et que le cycle à un moment, bon. Et le film, voilà, c'est le problème, mais c'est, je pense, comme ça que ça a été fait. C'est que là où on voudrait qu'il prenne son temps, voilà, il y a peut-être un surplus de personnages, le côté choral mangakaesque de base, peut-être a desservi le propos cinématographique en fait. Et que ça C'est aurait bien possible. fonctionné en série aussi, Ouais. peut-être d'ailleurs. Et contrairement d'ailleurs à des films comme Crow Zero, je trouve que pour le coup, Crow Zero Ouais. est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus cadré en fait dans ses intentions, beaucoup plus clair, un peu moins fou. C'est vrai, Crow Zero, il y a effectivement le côté par exemple gore, etc. est beaucoup moins présent. Hein, c'est beaucoup Plus plus mature. plus mature, voilà. Et effectivement, il y Et il y a a le corbeau. Il y et a il y des a alors corbeaux oui, tout à dans. fait. C'est vrai C'est qu'à un vrai, moment, il y j'y a ai des pensé. corbeaux de mauvais augure à un moment, mais bon, bah, Toujours chez Mickey, de toute façon, toujours. oui. Il y a toujours Non, des mais corbeaux que ce sont dans Itchy the Killer, on en trouve toujours des corbeaux. Et là, c'est peut-être qu'il n'était pas encore. Enfin, je ne sais pas quelles étaient les intentions. Est-ce qu'il l'a regretté après certains choix ou pas? Ça, c'est le genre de question qu'on aurait aimé lui poser en interview, tiens, Tout à en fait. faisant un parallèle et tout. Mais bon, il y aurait tellement de questions à lui poser. Alors là, on n'en finirait pas. Et c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas pu ultimement mettre ça en forme cinéma. Alors, c'est du cinéma, hein, attention, mais c'est un cinéma très mangakesque qui part Mm. vraiment un peu dans tous les sens. Ce qui pourrait, ça aurait fait un excellent animé aussi, en fait, par Oui, moment. D'ailleurs, il mais tu vois, fera, je ne sais plus dans quel film, c'est First Love ou non? Il part en dans animé à un First Love, oui, moment. effectivement, First Love à la fin, oui, effectivement. D'ailleurs, est-ce qu'il a déjà fait de l'animation pure, Mickey? Bon, je crois que tu m'avais dit en série, peut-être, à vérifier. Oui, je Parce sais que plus. Il faudrait peut-être qu'il a fait des animés d'ailleurs, je ne sais pas, mais ça aurait fonctionné en animé ou en série, ça, en fait, Et peut-être. ce qui est marrant, même pareil, 3 ans, 4 ans plus tard, 4 ans, ça fait ça, oui, 4 ou 5 ans plus tard, il fera Ichi the Killer, qui est aussi l'adaptation d'un manga, qui a eu droit à Oui, son animé aussi. Mais pareil, d'une même manière, c'est toujours drôle. Je trouve que c'est des films qui sont vachement plus matures, vachement plus cadrés, vachement plus dépouillés un peu de tout le gras, en fait, où on est vraiment sur des films qui sont faits presque à l'os. Je trouve notamment sur Ichi the Killer. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de gras, en fait. C'est un film qui aurait peut-être demandé à être un petit peu. Alors, je sais pas, qui va peut-être demander à avoir une prod, par exemple, un producteur qui irait beaucoup plus à dire voilà, là on peut trancher, là on peut enlever, là c'est trop. Et en même temps, le film est trop court sur certaines choses. Le film dure 1h39, je crois. ouais. Ça manque de temps, mais je pense qu'en fait, peut-être que les choix, il les a pas forcément fait au bon endroit, peut-être, où il aurait peut-être dû être un peu plus guidé. Et en même temps, je pense que tu as raison, tu l'as très bien dit au début. Je pense qu'en même temps, tout cela, c'est quand même des intentions de Mickey. Il y a quand même quelque chose qui est en corrélation entre le fond et la forme, malgré tout, en fait. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher de défectueux parfois,
Je pense que c'est des velléités de Mickey et je pense que Mickey voulait faire comme ça, à ce moment-là de sa carrière, dans ce contexte-là, de cette adaptation de manga-là. Je pense que Ouais. la grammaire cinématographique qu'il utilise, elle est totalement en corrélation avec le fond en réalité. Puis tu as dit un truc qui est tout à fait vrai aussi. Ichi the Killer fait plus de 2h15, Crowd Zero Ah oui, c'est vrai. 2h10. Oui, c'est Et vrai. en fait, bêtement, peut-être que si ce Fudo aurait duré donc, une bonne trentaine de minutes de plus, en gardant ça, mais en développant, en gardant tout, hein, mais en développant plus certaines choses, Oui, là oui, il y aurait eu quelque chose peut-être de plus fort à nos yeux. Mais après, c'est intéressant aussi de voir de voir le côté un peu. C'est intéressant aussi de voir ça. bien Voilà, c'est sûr. peut-être que beaucoup de gens apprécient ce Fudo peut-être plus que Cloud Zero Ichi the Killer pour son côté chaotique, rentre dedans, liberté absolue, etc. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir vos avis en commentaire, alors qu'il y a un magnifique Totalement. guest derrière, animalier, j'aime beaucoup. Voilà. C'était pas un corbeau, C'est pas comme on ça aurait été amusant. Voilà. Mais j'aime bien les animaux qui apparaissent comme ça. Mais il y a pas les corbeaux, il n'y a pas d'autres animaux dans le film d'ailleurs. Non. Non, Mais ça serait intéressant voilà, d'avoir en tout cas votre avis là-dessus parce que on peut paraître un peu sévère, on l'est pas tant que ça au final, mais bon, on commence à avoir on est un peu déjà on est enseignant dans la vraie vie, donc à force de bien connaître nos élèves, on a tendance à être parfois totalement. plus exigeant. Et là, c'est pareil avec Mickey, hein. On commence à être plus exigeant aussi. Mais c'est intéressant quand même. Je comprends pourquoi il y a eu ce côté culte quand même chez Oui. certaines personnes, hein. Et après, c'est un film que, factuellement, c'est vrai qu'on est peut-être un peu sévère entre guillemets, mais moi, c'est un film que j'aime bien quand même. Mais par contre, Oui, c'est un film oui, qui oui. ne, dans lequel je ne parviens pas à rentrer émotionnellement. Je vois tout ce qu'il y a d'intéressant, mais il y a un truc qui fait que contrairement, je reprends le cité, mais contrairement à Ichi the Killer, contrairement à Audition, contrairement même à Crowd Zero, j'ai beaucoup plus de mal à m'immerger totalement dans le film. J'ai tendance à le regarder un peu extérieurement en me disant ça c'est chouette, ça c'est cool, ça c'est vachement bien. J'ai l'impression de voir des séquences un petit peu séparées qui me plaisent, mais qui dans leur ensemble, en fait, ne parviennent pas à trouver une cohérence, parfaite et totale et absolue qui me permette complètement m'immerger à l'intérieur. Ça arrive, mais Mais ça veut dire oui, que c'est pas un film où émotionnellement il est facile d'être totalement dedans tout le temps, mais ouais, à part des scènes vers le début et tout. totalement. Mais voilà. En tout cas, nous, on est très curieux là d'avoir votre avis sur ce film, je pense. Surtout, si vous voulez être procuré là récemment via Carlotta. Alors, on salue d'ailleurs ceux qui s'occupent donc de ce très précieux, j'ai envie de dire, qui redistribue des films très peu connus. Et c'est très important aussi parce qu'il y a même des films qui sont jamais sortis en France, que Carlotta et d'autres, hein, Potemkin ou on peut en citer plein, permettent, voilà, on les a enfin en notre possession. C'est toujours mieux que des versions piratées à l'arrache, dont on se contente parfois, évidemment, quand on n'a pas le choix. Mais ça sera vraiment voilà, intéressant d'avoir votre avis sur ce film, le comparer. Si vous avez lu le manga, alors je sais qu'il est visiblement assez introuvable, hein, en France en tout cas, mais s'il y a là qui maîtrisent la langue japonaise et qui l'ont fait en import, voir ce qui a été pris là. S'il y en a qui ont encore plus rare, je pense, vu les suites, voilà, peut-être voir des gens qui vivent au Et Japon, là, hein, qui pourraient nous c'est dire. complètement introuvable pour le coup, hein. Bah, pour l'instant, alors peut-être qu'un Ouais, jour ça va repoper. Alors c'est peut-être trouvable, mais alors dans des qualités et que en japonais sans sous-titres, ouais. ça va être compliqué. Je sais pas, hein, j'avoue, mais ça n'a pas l'air facilement trouvable du tout. Et voilà, nous on est content de continuer Mais dans nos totalement. pérégrinations mickesques. En plus, bon là, on est dans le Mickey du passé et tout. Il y a aussi le Mickey du futur, parce qu'il a prévu d'autres Alors films, totalement, ouais. le coquin. Et visiblement, là, il y a une grosse actu. Visiblement, plusieurs films prévus, là, dont un qui, vers juin ou juillet, qu'on espère voilà, pouvoir voir. Si on ne peut pas le voir, on le verra quelques mois après, vous inquiétez pas, on s'arrangera, comme on dit. C'est pas dramatique, parce que ça dépendra de la diffusion. Et il prévoit des projets américains aussi. Tout ceci est passionnant. Voilà. Ah mais je trouve qu'il y a quelque chose au Mickey, ça fait longtemps que j'avais pas vu de truc sortir en salle, hors Japon et je suis assez content effectivement qu'on a ce Bad Lieutenant, qu'on a un film d'horreur actuellement qu'il est en train de penser et de poser. Il y a effectivement ce film alors j'ai un trou de mémoire sur le film qui sort cette année, mais qui sort en juin-juillet. Ça me reviendra peut-être, Ah, d'ici ben, quelques dans un secondes, domaine scolaire, non? C'est pas encore dans un dans un domaine lycée? scolaire aussi, tout Ah, à tiens. fait et Ah, qui a eu quelques avant-premières d'ailleurs dernièrement, puisque je sais que sur Brest, il y a eu une avant-première. J'ai malheureusement pas pu ah, le voir, mais il y a eu une avant-première. Donc oui, je suis très curieux de voir l'avenir de Mickey. Peut-être il est moins, mais bon, il vieillit aussi moins, comment dirais-je, il est moins non, moins en termes de profusion. Ça s'appelle Cham, voilà. J'y ah retrouve en oui, même temps. Cham. Voilà.
Donc, qui parle notamment effectivement du cadre lycéen, de la jeunesse, etc. Et puis effectivement, il y a son Bad Lieutenant de Tokyo qui sort normalement cette année aussi, logiquement aussi, parce que normalement c'est Ou l'année 2026. prochaine, enfin je sais Ou pas l'année trop. prochaine, oui. Oui. Il y a aussi une série là, qui est en cours. Kamen no Ninja Akakage, voilà. Il arrête jamais. Là, Ah mais non, mais il s'arrête pas, je pense. Il est plus rare parce qu'il vieillit, oui. mais voilà. Non, mais ça sera passionnant. Là, on voit quand même, il est plus rare, mais quand même, là, sur une seule page, je vois, il y a que des trucs de 2023 à 2 jours, hein. Donc, il est plus rare. Il y a beaucoup de Oui, réalisateurs qui aimeraient être aussi rares. c'est vrai, c'est Bon. vrai. Mais en tout cas, voilà, on attend vos retours, hein, sur ce Graine no Yakuza. Le titre français est joli. Mais bon, Oui, pour le coup. Fudo, voilà, Gokudo, Sengokushi, Fudo, New Generation. On peut faire ça dans tous les sens. Et ouais, 30 ans bientôt. Mais en tout cas, plaisir, encore une fois, d'évoquer ce réalisateur en ta compagnie. Je ne sais pas si on n'est pas loin des 30 épisodes. Alors, on compte plus. De toute façon, on compte. On n'est pas. Peut-être pas 30, mais 25, 26. Là, on doit être dans ces eaux-là. Et en plus, en sus, dirais-je, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Romain, où récemment on a fait Oui, un GOC pas piqué des hannetons sur la bête, que la bête oui. meurt. Très, très, Voilà. très grand moment d'échange. Moi, j'ai adoré. Ah, c'était voilà. Puis alors, avec Chabrol en plus, voilà. Et d'autres aventures à venir. On a des projets. Voilà. Voilà, On aimerait avoir des vies parallèles pour ne faire ce que serait ça, bien. genre Ce serait hebdomadairement. génial. Mais bon, voilà, on a quand même nos occupations. Il faut bien qu'on s'occupe des jeunes adolescents pour pas qu'ils créent leur petite gang triade de Yakuza à côté. Oh, mais bon, j'adorerais, et je finirai là-dessus, mais je crois que je l'avais déjà dit, voir un film de Mickey en France, comme l'a fait Kiyoshi Kurosawa, hein. Ce Je serait suis génial. sûr qu'il se régalerait. Voilà. On pourrait fantasmer ça. Un jour, on fantasmera, on imaginera un film qu'il pourrait faire en France. Avec Ce serait quel génial. casting et tout. Voilà. Ce serait incroyable. C'est le genre de mec qui est un petit peu comme Paul Verhoeven quand il arrive en France, quand Oui. il arrive aux États-Unis, il serait capable de s'imprégner d'une grammaire en fait très culturelle française, comme l'a fait Verhoeven à Hollywood, comme a fait Verhoeven quand il est revenu en France, quand il est venu en France, pardon, pour des films comme Elle, comme Benedetta, etc. Où il va se nourrir je vais dire d'un contexte cinématographique qui est très culturel et il va le dynamiter de l'intérieur. Je dis pas que c'est toujours réussi. Je suis moins fan de Benedetta par exemple, Mm. mais n'empêche que c'est quelqu'un qui sent. Il sent le contexte d'un culturel cinématographique et il le sent. Il va aller à l'intérieur essayer de le vicier et c'est intéressant. Et je pense que Mickey il a cette capacité-là de sentir la chose. Je pense qu'il ferait des trucs intéressants. Ouais. Ouais. Mais ouais, qui sait. Voilà. Qui Sur la sait, mafia oui. corse, par exemple. Non. Et il se ferait pas que des amis, par contre. Faut faire attention. Voilà. Mais il Attention partirait quand vite au même. Japon. Voilà. En tout cas, merci Romain pour ta générosité, Mais merci à toi. ces moments d'échange. Et, alors le prochain, on ne sait pas encore lequel ce sera, mais on ne sait que choisir, hein. Après, on a une trilogie à terminer. C'est vrai qu'on pourrait revenir Oui, sur. on a Ley Lines, Tout et à fait. on avait des films un peu de SF aussi, Oui, aussi. alors, parce que avec probablement des effets spéciaux dégueulasses, mais on s'en fout. Mais Voilà, ça, on adore. voilà, on a vu de Great Yokai War, il y avait certains effets spéciaux particuliers, quoi, quand même. Oui, ah Voilà. bah totalement. En tout cas, merci aussi de votre fidélité. On sait que ce journal de Mickey est suivi par certaines personnes, que l'on salue. Voilà. Oui. Manifeste à vous dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a qui sont timides. C'est important de lâcher dans les commentaires aussi. Même si vous avez des choses à dire qu'on n'a pas dit ou mal dit. Ah, mais Voilà, totalement. Au contraire, voilà, hein, n'hésitez pas. ah bah oui, parce qu'on ne peut pas tout dire et c'est impossible de toute façon. Ah, c'est impossible. Alors, bah, il ne reste plus qu'à vous dire à très très bientôt et passez de bonnes vacances si vous en avez aussi. C'est important de se reposer, hein. Très Profitez. très important. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.